En Colombie, le nouveau président Gustavo Petro a prêté serment ce dimanche à Bogota devant plusieurs milliers de personnes. L'élection le 19 juin dernier du premier président de gauche du pays à la place du très impopulaire Iván Duque, appartenant à l'élite conservatrice, a suscité une vague d'enthousiasme. Je suis tellement heureuse d'assister à l'investiture de notre président Gustavo Petro. Quel bonheur! Je ne peux pas le contenir. Le bonheur est trop grand. Le changement est arrivé. Le changement est là. C'est vraiment indescriptible ce que tous les Colombiens ressentent en ce moment. C'est un moment historique. Une nouvelle ère commence dans notre pays. L'ancien guerriero de 62 ans a promis de lutter contre les inégalités et pour la paix. Dans son discours d'investiture, il a notamment adressé un message aux groupes armés en activité dans le pays. Nous appelons toutes les personnes armées à déposer leurs armes dans les nébuleuses du passé et à accepter des avantages juridiques en échange de la paix. Gustavo Petro a également proposé de créer un fonds international pour protéger l'Amazonie. Il s'appuiera sur un gouvernement pluriel avec des femmes à la tête de plusieurs ministères pour réformer la Colombie. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a félicité son nouvel homologue dans une vidéo. Les relations diplomatiques et commerciales entre les deux pays étaient rompues depuis 2019. Le premier des 8 navires à grains en provenance d'Ukraine, le Razoni, n'a pas encore atteint sa destination, Tripoli au Liban. D'après l'ambassade ukrainienne sur place, le Liban a refusé d'accepter les 26 000 tonnes de maïs en raison des 5 mois de retard de livraison. L'Ukraine est donc à la recherche d'un autre destinataire. Nous sommes bien arrivés à Tripoli, mais la réception du premier navire chargé de maïs d'Odessa va être retardée, a précisé le diplomate ukrainien Ihor Ostache dans un post Facebook. Le premier arrivé est finalement le Polarnet, un navire transportant 12 000 tonnes de maïs qui a pu être déchargé ce lundi à Derince en Turquie. Les 3 navires ont reçu du centre de coordination conjoint un itinéraire prédéterminé, des latitudes, des longitudes et des positions. Il y avait 17 étapes jusqu'à l'arrivée à Istanbul, à courte, moyenne et longue portée. Il s'agissait bien sûr de zones dangereuses, de couloirs qui ont été nettoyés et déminés. Le départ des 8 navires est le résultat d'un accord entre l'Ukraine et la Russie négocié par la Turquie. Il vise à diminuer le risque de crise alimentaire mondiale. Ce père de famille est engagé dans un combat médiatique et judiciaire en France pour empêcher l'extradition de son fils vers les États-Unis. Ce dernier, Sébastien Raoult, 21 ans, est emprisonné depuis 2 mois au Maroc. Il a été arrêté suite à une notice rouge d'Interpol dans une affaire de cybercriminalité, notamment contre des entreprises américaines. Selon son avocat, il risque une peine de 116 ans de prison s'il est reconnu coupable aux États-Unis. Le père du jeune homme en appelle aux autorités françaises. Je demande à la Première ministre qu'elle prenne contact avec les Américains pour qu'ils arrêtent leurs poursuites en Amérique de manière à ce que mon fils puisse être jugé en France et prouver son innocence. Sébastien Raoult est accusé de faire partie d'un groupe de hackers à l'origine du piratage de données de grandes multinationales telles que Microsoft. L'avocat de la famille dénonce l'inaction de la France pour défendre son ressortissant. Les faits, on a du mal à les comprendre, mais le problème en plus, c'est qu'il n'y a pas de voie de recours, mis à part supplier. Donc la seule voie de recours, c'est la voie de Paul Raoult, c'est tout. Et c'est assez tragique comme situation. Alors, au moins que le ministre de la Justice nous réponde. Le ministre en question, Éric Dupond-Moretti, a depuis expliqué qu'il n'avait pas la possibilité d'intervenir à ce stade de l'affaire. Dans une décision rendue fin juillet, on apprend également que la Cour de cassation du Maroc a, elle, prononcé un avis favorable à l'extradition vers les États-Unis. Antony Blinken sur les traces de Sergueï Lavrov en Afrique.
2 semaines après la tournée africaine du ministre russe des Affaires étrangères, le secrétaire d'État américain est arrivé ce dimanche à Johannesburg. Le chef de la diplomatie américaine a débuté sa tournée par la visite du mémorial Hector Peterson de Soweto. Il était accompagné par la sœur de celui qui fut tué à l'âge de 12 ans en 1976 lors de manifestations étudiantes sévèrement réprimées par la police. L'histoire d'Hector est une histoire qui résonne vraiment, car nous avons notre propre lutte pour la liberté et l'égalité aux États-Unis. L'histoire de l'Afrique du Sud est unique, mais nous avons aussi beaucoup d'éléments en commun, et cela résonne puissamment. C'est un rappel pour les générations à venir. Nous devons savoir d'où nous venons et où nous allons. Et ne pas oublier qu'à l'époque, les jeunes ont pris position pour que nous puissions mieux vivre aujourd'hui. Cela signifie que nous ouvrons la voie, que nous ouvrons les portes aux jeunes, aux générations à venir, pour qu'ils prennent position sur les problèmes qu'ils rencontrent. Une visite symbolique avant de s'entretenir avec la chef de la diplomatie sud-africaine Naledi Pandor. Comme beaucoup d'autres pays africains, l'Afrique du Sud a jusqu'à présent refusé de condamner l'invasion russe de l'Ukraine. Anthony Blinken doit ensuite poursuivre sa tournée en République démocratique du Congo et au Rwanda. Mettre fin à des décennies de troubles et d'instabilité, c'est l'ambition de l'accord signé ce lundi entre les autorités tchadiennes et une quarantaine de factions rebelles. L'arrangement a été validé à Doha au Qatar après 5 mois de négociations sous l'égide de l'Émirat. Il doit ouvrir la voie à la tenue d'un dialogue national pour la paix prévu à N'Djamena le 20 août. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a salué un moment clé pour le peuple tchadien. Mais l'accord souffre de l'absence de 2 des principaux groupes rebelles du pays. Parmi eux, le Front pour l'alternance et la Concorde au Tchad, un groupe à l'origine de l'attaque qui a tué en avril 2021 le maréchal Idriss Déby qui dirigeait le pays d'une main de fer depuis 30 ans. Depuis, c'est son fils qui a repris le pouvoir à la tête d'une junte militaire. Aux chefs rebelles qui ont signé l'accord, le pouvoir propose un cessez-le-feu et des garanties de sécurité. Le dialogue national à N'Djamena doit mener à l'organisation d'une élection présidentielle prévue en octobre prochain. En Espagne, les voyageurs devront à nouveau s'armer de patience. Le personnel de Ryanair se met en grève dès ce lundi jusqu'au 7 janvier prochain. Au cours des 2 premières semaines, cela pourrait affecter plus d'1 million de passagers. Ce nouveau mouvement est le 3e depuis le début de l'été en raison du refus de la compagnie de négocier une nouvelle convention collective. Les salariés réclament des augmentations de salaire et de meilleures conditions de travail. Les célébrations d'Achoura démarrent ce lundi dans le monde musulman chiite. Elles commémorent le martyre du petit-fils de Mahomet au 7e siècle, d'où des pratiques d'autoflagellation et de scarification qui subsistent. Cette fête est devenue un moment symbolique de la lutte contre l'oppression des chiites. En Afghanistan, plus de 120 personnes ont été blessées ou tuées ces derniers jours. Plusieurs attentats visaient la minorité chiite du pays. L'ancienne star de Manchester United, Ryan Giggs, devant la justice pour violence conjugale. Âgé de 48 ans, il est accusé d'avoir agressé son ancienne compagne lors d'une violente dispute en novembre 2020. Il est aussi poursuivi pour son comportement avec des faits d'isolement, rabaissement, humiliation, dégradation et mauvais traitement. L'ancien joueur conteste ces accusations et a décidé de plaider non coupable. Il avait dû démissionner de son poste de sélectionneur du Pays de Galles en juin dernier. Aux côtés des Red Devils, le joueur avait remporté 13 titres de Première Ligue et 2 Ligues des Champions. Son procès se tient à Manchester et doit durer 10 jours. Nick Kyrgios confirme son retour au plus haut niveau. L'Australien a remporté ce dimanche le tournoi de tennis de Washington en battant en finale le Japonais Yoshihito Nishioka 6-4, 6-3. Celui qui avait atteint la finale de Wimbledon il y a quelques semaines savoure sa renaissance après avoir traversé une période de dépression. J'ai été dans des endroits vraiment sombres, explique-t-il. Il y a tellement de gens qui m'ont aidé à retourner la situation. J'ai dû faire preuve d'une grande force pour traverser toutes ces périodes et être capable de continuer à performer et à gagner des tournois comme celui-ci.
Sur sa lancée, Nick Kyrgios a également remporté le double avec l'Américain Jack Sock. Place désormais au Master 1000 de Montréal, puis à l'US Open dans 3 semaines.